Une révolution diplomatique au Moyen-Orient, une première nouvelle de la rentrée en France et une tarte. Oui, une tarte, ce sont bien les sujets du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu Réfractaire, votre émission d'actualité nationale et internationale. Et comme tous les jours, vous nous retrouverez à 18h sur notre chaîne YouTube Actu Réfractaire, mais aussi sur la page Facebook du Canard Réfractaire et en podcast, tout est disponible en description. Et on nous a fait la remarque qu'il fallait dire la date, donc nous sommes aujourd'hui le mardi 12 septembre. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, cette émission, c'est votre outil, donc servez-vous-en et partagez-le au maximum. L'information principale de cette émission, elle est simple, l'Arabie Saoudite a délivré des visas à des Israéliens. Ça vous paraît peut-être anecdotique comme histoire, mais en réalité, c'est un changement majeur dans la diplomatie du Moyen-Orient. Ces visas ont été délivrés puisque l'Arabie Saoudite organise la journée internationale du patrimoine dans sa capitale à Riyad. Et donc, à cette occasion, ils ont accordé des visas à des officiels de l'État israélien et c'est tout simplement la première fois que ça arrive. Alors, comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre ça, il faut remonter l'actualité. Historiquement, l'Arabie Saoudite n'a jamais reconnu Israël et a toujours plaidé pour la création d'un État palestinien. En coulisses, ce sont les États-Unis qui mobilisent leur diplomatie pour faire avancer la normalisation dans les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. L'objectif, maintenir son influence dans la région malgré l'arrêt des opérations militaires et l'arrêt des importations du pétrole saoudien. En effet, en développant son pétrole de schiste à partir de 2008, les États-Unis ont forcé le royaume saoudien à trouver d'autres clients. Ils se sont alors tournés vers l'économie chinoise, multipliant avec eux les accords financiers et économiques. En parallèle, ils accélèrent la libéralisation de leur économie, l'Arabie Saoudite, pour diversifier leur production. Ce n'est plus que le pétrole, mais aussi les énergies renouvelables, la pétrochimie, l'industrie locale ou encore le service. Et pour diversifier cette production, il faut multiplier les potentiels clients et donc s'ouvrir à de nouveaux marchés grâce à la diplomatie. Ils ont par exemple, aux côtés de la Chine, signé un accord avec l'ancien ennemi iranien en début d'année. L'Arabie Saoudite a aussi réintégré l'État syrien dans la Ligue arabe, mettant fin à un long isolement diplomatique en échange de quoi ? Du fait que des entreprises saoudiennes puissent intégrer le marché de la construction en Syrie. Et le marqueur de l'efficacité de cette diplomatie, c'est la forte augmentation des investissements venus d'Arabie Saoudite vers des pays étrangers. En 2021, l'Arabie Saoudite n'avait investi que 2 milliards de dollars. En 2022, c'est 10 fois plus. Et quant aux prêts que l'Arabie Saoudite accorde à d'autres pays, même cette procédure-là a totalement changé de visage. Avant, ce n'était que des crédits financiers, donc qui donnaient de l'argent pour être remboursés. Aujourd'hui, ce sont des crédits d'investissement conditionnés à la présence d'entreprises saoudiennes sur le territoire. Et ils se lancent dans des projets d'infrastructure comme ces 24 milliards d'investissements dans l'immobilier, le minier ou encore le financier dans 6 pays différents, le Bahreïn, l'Irak, la Jordanie, l'Oman, le Soudan et l'Égypte. C'est-à-dire qu'ils les investissent dans les marchés émergents, ces mêmes marchés qui sont convoités à la fois par la Chine et par les États-Unis. Et pour attirer les investissements étrangers dans le royaume, le gouvernement saoudien, ils ont quelques idées, notamment lancer d'immenses projets immobiliers, dont la Ligne, cette ville futuriste censée émerger en 2030. Les investissements massifs dans le football, cette fois, montrent aussi le développement d'une société saoudienne de services et de divertissement qui est accessible à une partie de la population là-bas. Pour maintenir leur influence dans la région, les États-Unis doivent donc négocier avec l'Arabie Saoudite vu qu'ils n'ont plus trop de moyens de pression. Et donc en échange, l'Arabie Saoudite demande ce qui leur est indispensable pour s'imposer comme la première puissance de la région, c'est-à-dire un renforcement de son armée et l'accès au nucléaire comme l'avait fait Israël avant eux. L'Arabie Saoudite passe alors d'un pays pétrolier avec beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, à une véritable économie diversifiée qui a besoin d'investir dans les marchés étrangers. L'État saoudien doit donc normaliser au maximum ses relations pour diversifier ses accords économiques et avoir accès à ces fameux marchés. D'où cette reconnaissance encore timide mais tout de même historique d'Israël qui est le fruit d'un long travail diplomatique et qui va continuer dans les mois et les années à venir. Et d'ailleurs pour la petite info, la fameuse réunion de l'UNESCO qui se passe à Riyad avec les Saoudiens, les Israéliens et compagnie, mais en fait là-bas ils vont discuter notamment du patrimoine
patrimoine palestinien occupé par Israël. Et vu les enjeux militaires et économiques, pas sûr que l'intérêt du peuple palestinien soit la priorité des négociations. Bref, le monde change très vite et si tu veux être au courant de tous ces changements, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne de l'Actu Réfractaire. Allez, retour en France avec une promesse du gouvernement et même plus que ça, une promesse du président de la République. Et donc oui, le ministère de l'Éducation nationale fera ce qu'il faut pour qu'il y ait des professeurs devant chaque classe. Et où en sommes-nous ? D'après une dernière étude, assez loin du compte. Le syndicat SNES-FSU vient de sortir une étude qui montre qu'il manque au minimum un prof dans 50% des collèges et des lycées français, et ça 5 jours après le début de la rentrée. Les matières les plus concernées sont l'anglais, les mathématiques, les lettres modernes et les sciences de l'ingénieur. Interrogée par Le Monde, une mère partage son vécu de la rentrée, et là je cite. La semaine de la rentrée, 7 heures de cours n'étaient pas assurées dans l'emploi du temps de ma fille. Mardi 12 septembre, elle va au collège avec 2 heures d'enseignement seulement. Et ce genre de témoignage s'accumule dans l'article du Monde qu'on vous met évidemment en description comme tout le reste. Ce qui est décrit, ce sont des absences de professeurs qui ne sont jamais remplacées et qui sont comblées tardivement par une succession de contractuels. Alors qu'encore une fois, Emmanuel Macron avait promis qu'en cas de courte absence, les professeurs seront remplacés du jour au lendemain grâce à une brigade des remplacements. Problème, ceux-ci sont mobilisés dès la rentrée pour remplacer à l'année des professeurs. Ils ne sont donc plus disponibles pour les courtes absences, ce qui fait que il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à l'année dernière. Pour arranger cette situation, le gouvernement et le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, lancent un énième plan, cette fois nommé Plan global de reconnaissance du métier des enseignants. Une proposition qui peine évidemment à convaincre les syndicats, puisque ce sont toujours les mêmes problèmes auxquels ils doivent faire face depuis des années, des problèmes qui ne sont jamais résolus par le pouvoir, malgré la succession des plans et des réformes. Détail important, c'est encore une fois les syndicats qui font le travail statistique qui permettent de chiffrer le manquement de l'État. Ils ont réalisé des formulaires et l'ont envoyé à plus de 500 établissements pour réaliser cette étude. Et on avait déjà vu ce cas-là avec le syndicat du SAMU qui avait fait une étude similaire pour être au courant de l'état des urgences et constater qu'elles se dégradent. Morale de l'histoire, l'État ne fournit donc pas les informations qui contredisent la communication du gouvernement. Allez, on va finir avec les traditionnels vite fait. Le PDG de Ryanair, une compagnie aérienne irlandaise low cost, avait organisé une séance de communication devant la Commission européenne à Bruxelles. Tout se passait bien jusqu'à ce que, il se fasse entarter. Et pour la petite histoire, le patron de Ryanair s'appelle Michael O'Leary et il était en train de mettre en place une action pour sa campagne contre le droit de grève des travailleurs dans l'aérien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait juste à côté de lui l'effigie d'Ursula von der Leyen en taille réelle. Voilà, on a tous nos hobbies, faut pas juger les gens. Les pilotes de Ryanair seront de nouveau en grève les 14 et 15 septembre pour obtenir de meilleures conditions de travail, et ce, en même temps que l'Assemblée générale des actionnaires de l'entreprise. Le timing est bon. Et on continue sur les actions menées par des écologistes, mais cette fois on retourne en France. L'Élysée a été la cible de jets de peinture par des militants de dernière rénovation. Alors que le mercredi 6 septembre se tenait le Conseil des ministres, 6 militants écolos sont arrivés avec l'idée d'asperger l'Élysée de peinture à eau. Placés en garde à vue, ils écoperont tous d'une amende. Dernière rénovation avait déjà interpellé le chef de l'État lors du salon de l'agriculture, ce qui leur avait valu une invitation à parler avec lui dans les murs feutrés de l'Élysée. Cet happening est certainement une façon bien à eux de lui répondre. Alors que l'année 2023 sera très certainement l'année la plus chaude de mémoire de thermomètre, le ministre Dupond-Moretti a indiqué qu'il en avait ras-le-bol de cette petite musique de la désobéissance civile, issue selon lui de l'extrême gauche. Antonio Guterres, le chef de l'ONU, a lui déclaré récemment que le climate breakdown has begun. Ça veut dire, avec un très mauvais accent, l'effondrement climatique a commencé. C'est quand même plus beau le français, non ? Et c'est là-dessus qu'on termine notre quotidienne. J'espère que ça vous a plu. Partagez évidemment un maximum cette information pour nous faire connaître. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sur ce, amis réfractaires, passez une bonne soirée à vous. Et à demain à 18h pour notre prochaine analyse critique de l'actualité.